C'est le printemps de la fève brune et légèrement violacée. Un vent favorable au Cameroun qui voit les cours du cacao exploser de manière à projeter le vert, rouge et jaune à la 4e place des pays producteurs dans le monde. La campagne cacaoyère 2023-2024 au Cameroun a connu une augmentation de 1,17% de la production, atteignant près de 267 000 tonnes. Une bonne partie vendue sur le marché international a généré 265,3 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 84% des recettes. Les prix du kilogramme jusqu'à 6 000 francs CFA chez les producteurs représente un bond exceptionnel jamais atteint par le passé, de quoi encourager les agriculteurs à s'investir considérablement pour augmenter encore et encore la production. Tous les espoirs sont donc portés sur la campagne cacaoyère 2024-2025, officiellement lancée le 8 août 2024 à Mvengue dans le département de l'Océan. L'Office national du cacao et du café, ONCC, espère de ce fait de meilleures recettes par rapport à la campagne précédente. Et comment donc faire pour que les fruits tiennent la promesse des fleurs? Comment capitaliser l'embellie et même pour les producteurs, certainement encore omnibulés par la flambée des prix du cacao, du kilogramme du cacao sur le marché. Twilight se font ce soir en un délicieux chocolat brun, noir ou blanc à votre guise. Question de vous faire savourer l'intelligence fleurie et aguerrie de nos experts cacao cueillis dans divers champs d'expertise notamment. Je vous propose donc une pause et on se retrouve bien installés. Parmi les panélistes de Twilight ce soir, Simon Bassanaga, agronome, expert, consultant, filière cacao. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, madame. Sur la table du débat aussi, Joseph-Marie Elundu, économiste, écrivain, expert cacao. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci pour l'invitation. Vous êtes notamment aux côtés de Eric Mvondo Ondoa, président des cacaoculteurs, président des producteurs de cacao et café de la région du Sud. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir madame. Merci. Et last but not the least, surtout par le professeur Richard Désiré Ebele Onana, maître de conférence spécialiste des questions d'économie politique, enseignant à l'université des Bolovas et dans la région du Sud. Bonsoir, professeur et bienvenue. Bonsoir Karel, bonsoir à tous les panélistes. Je vous remercie. Nous aurons aussi en ligne notamment Roger Ndobo, un cacaoculteur notamment à Baré-Bakem, c'est dans le Mongo, dans la région du littoral. Aussi dans cette même région, un ingénieur agronome toujours en ligne en la personne de Chin. Desmond Ngueda, installé à Essoukou, à Mélon, dans la région du littoral, je le disais. Et d'ailleurs, on va tout de suite aller le retrouver. J'espère que vous êtes en ligne, monsieur Chin Desmond Ngueda, ingénieur agronome du côté de Essoukou à Melon dans le Mongo, département du Mongo dans la région du littoral. Eh bien, dites-nous donc, monsieur, on parle d'une embellie, une embellie, le cacao qui a plusieurs chiffres positifs. Dites-nous comment est-ce que vous vivez cette période là-bas chez vous, comment ça se passe? Bonsoir madame, moi je m'appelle Tim Desmond. Et je suis ingénieur d'agriculture et je suis cacaoculteur aussi en même temps et je travaille dans la zone de Mongo depuis d'ici 7 ans. Oui, c'est une très grande avantage pour nous parce que avant le kilo de cacao se vendait à 700 francs, 750, 650, jusqu'à 1000 francs, mais aujourd'hui
on est surpris de voir le prix très élevé jusqu'à 5 000, 6 000 même. Donc c'est l'avantage pour nous parce que ça augmente nos chiffres d'affaires. Si avant on récoltait une tonne, on vendait à peut-être 100 000, maintenant si ça doit doubler et ça permet que nous on puisse payer ceux avec qui on a pu travailler et produire et rentabiliser nos exportations. Merci, vous restez avec nous en ligne le temps d'aller retrouver votre parent d'un autre côté de la même région, toujours dans la région du littoral et cette fois-ci à Barumba, un village de Baré-Bakem, toujours dans le Mongo. Alors, vous, Roger Ndobo, cultivateur de cacao à Baré-Bakem, dites-nous cette saison, comment est-ce que vous la vivez ? En tout cas, on vous retrouvera certainement des problèmes de connexion. Retour sur le plateau alors pour poursuivre le débat. Chers messieurs, vous avez écouté tout à l'heure un acteur du secteur, un agriculteur, un cacaoculteur plus précisément. Et vous êtes au parfum de ces bons chiffres du cacao. Dites-nous, est-ce qu'on peut se satisfaire de cela? Je commence notamment par Eric Mvondo Ondoa, qui est le président des producteurs de cacao et café de la région du Sud, Cameroun. Oui, effectivement, si nous parlons du cacao aujourd'hui, c'est parce qu'il existe des cacaoculteurs qui travaillent le champ durement pour produire le cacao et la politique du gouvernement qui permet d'améliorer les conditions de travail des producteurs, ce qui aujourd'hui apporte un plus aux producteurs au niveau de la production. Donc je pense que le travail fait sur le terrain est louable et c'est ce qui permettra de garder la production en hausse et puis améliorer la qualité du cacao sur le terrain. Simon Bassanaga, agronome, expert, consultant filière cacao, doit-on se satisfaire de ces chiffres plutôt positivement présentés? Oui, comme l'a dit le producteur, je crois que nous devons nous satisfaire des chiffres, sauf que nous ne devons pas dormir sur nos lauriers. Parce que le simple fait de se satisfaire peut nous endormir et que nous retombons dans le travers d'auparavant. Parce que l'embellie d'aujourd'hui peut s'expliquer par des causes conjoncturelles et structurelles. Et il faudra savoir capitaliser sur les deux causes pour amener des solutions pérennes. Quand vous parlez de ces causes-là, conjoncturelles et structurelles, à quoi faites-vous allusion de manière concrète? De manière concrète, si nous pouvons citer trois causes conjoncturelles. Vous savez déjà, on ne peut pas analyser la filière cacao sans prendre en compte les deux plus gros qui constituent les références mondiales, la Côte d'Ivoire et le Ghana. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est 45% de la production mondiale, avec 2 millions de tonnes. Le Ghana, c'est 1 million de tonnes, donc sensiblement 15%, dont les deux font 60%. Alors, quand vous prenez les deux qui constituent la référence mondiale, vous vous rendez compte que la filière cacao a connu une baisse de pratiquement 1,5 million de tonnes les 5 dernières années. C'est-à-dire nous sommes partis de 5 700 000 tonnes qui constituaient la masse totale de cacao qui circulait dans le monde à 4 500 000 tonnes. Et vous allez me permettre peut-être de revenir un peu en arrière pour dire quelque chose d'extrêmement important. Vous voyez dans tous les plaidoyers, dans tous les forats du ministère du Commerce, il ne cesse d'interpeller deux choses. Il dit il faut pour que la filière soit vertueuse, soit bénéfique à tous, la transparence et la justice. C'est deux principes fondamentaux qui gouvernent une filière. Alors, il y a de cela 15 ans, les pays africains, les pays producteurs de cacao, parce que l'Afrique seule constitue 75% de la production mondiale, étaient taxés de surproducteurs.
C'est-à-dire nous produisons un peu plus. Et c'est ce qui justifiait la baisse du prix remis aux producteurs. Donc on estimait que nous étions en surproduction. Bon, mais vous voyez, la nature aussi aidant. Je crois que les plaidoyers n'ont pas été suivis, mais la nature a apporté un secours avec les changements climatiques, les dérèglements climatiques. Donc, qui ont réduit pratiquement de 5 700 000 tonnes à 4 500 000 tonnes. Mais le langage a changé parce que on nous accusait de surproducteurs. Pardon. Mais aujourd'hui, on dit plutôt qu'il y a sous-production. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'en réalité, la sous-production aurait plutôt rétabli l'équilibre. Mais si on dit aujourd'hui sous-production avec des prix qui flambent, est-ce que le discours tenu il y a de cela 10 ans était vrai? C'est là où intervient la transparence dont le ministre fait allusion à chaque fois qu'il intervient. Et alors la deuxième chose, le ministre dit, on ne peut pas cultiver le cacao dans l'hémisphère sud, parce que c'est les pays du sud en général, en Asie, en Amérique latine et en Afrique. Mais que les prix soient décidés à l'hémisphère nord, qui n'a pas de cacao. Alors, il estime que c'est très injuste. Pourquoi? Parce que il y a deux raisons à cela. Déjà, ceux qui arrêtent le prix du cacao ne savent rien du coût de production. Parce que pour produire 1 kilo de cacao, il y a un prix à payer. Ils ne maîtrisent pas. Mais c'est eux qui fixent les prix. Mais pire encore, 2 grands pays producteurs de cacao se sont mis ensemble pour négocier ce qu'ils ont appelé le revenu décent. Mais ça même était à la limite choquant, madame. Pourquoi? Parce que le cacao, c'est une matière première comme l'or, le diamant, le cuivre et autres. Mais pourquoi cela ont le juste prix? Et pour le cacao, on vous dit un revenu décent. C'est même au cœur, à la limite. Ça veut dire que le producteur de cacao ne peut pas vivre du fruit de son labeur. Et voilà ce qui constituait toujours le matelas du ministre du Commerce qui disait, tant que nous n'arrivons pas à remettre les pendules à l'heure, il y aura toujours des prix pour compte dans la filière cacao. Et aujourd'hui, la nature a rétabli les choses parce que nous avons aujourd'hui les changements climatiques qui ont réduit les quantités. Nous avons aujourd'hui le soleil chute qui est une maladie virale qui a décimé pratiquement 400 000 hectares pour les 2 plus grands producteurs du monde, Côte d'Ivoire et Ghana. Et 400 000 hectares correspondent à peu près à 200 000 tonnes de cacao. Donc vous voyez, c'est tout ça qui contribue à l'embellir des prix. Ça, c'est les causes conjoncturelles. Maintenant, si on revient dans les causes structurelles, vous voyez, le Cameroun, pour prendre une image, part d'une décote pendant près de 30 ans. C'est-à-dire, quand le cacao coûtait 1000 francs sur la bourse, sur le marché international, le Cameroun était à 800 pendant près de 30 ans. Mais il y a de cela 10 ans, nous sommes partis de la décote à la surcote. Parce que je vais vous surprendre agréablement. Le Cameroun, aujourd'hui, est au-dessus de la côte. C'est-à-dire au-dessus de la bourse. Je vous prends pour preuve, si vous avez vu le dernier prix du kilo, qui était à 3800, j'y crois jusqu'à hier, au Cameroun, les producteurs touchent 4300 jusqu'aujourd'hui. Les Camerounais touchent 4200, 4300. Et c'est même ce qui fait aujourd'hui problème. C'est fait aujourd'hui un sérieux problème dans la filière. Pourquoi? Parce que c'est un peu du 2 poids 2 mesures, comme certains le pensent. Mais en réalité, il y a un travail de fond qui a été fait au Cameroun, par les pouvoirs publics, par le gouvernement, dans le sens de l'amélioration de la qualité. Et c'est cette qualité aujourd'hui qui fait notre cheval de bataille, pour qu'on arrive à cette embellie des prix. D'accord. Joseph-Marie Elundou, économiste, écrivain, expert cacao. Doit-on se satisfaire de ces chiffres positifs? Je pense que il est d'abord normal qu'on se satisfasse lorsqu'il y a une amélioration. Ne pas se satisfaire, c'est faire preuve d'un esprit de pessimisme qui n'est pas recommandé dans une période que tout le monde observe comme une période embellie. Je vais simplement m'aligner sur l'argumentaire de l'agronome et
je vais l'appeler l'internationaliste du cacao, parce que c'est lui qui fait le tour du monde dans les différents forums, pour dire qu'il y a des concepts économiques qui sont consacrés, qui permettent d'expliquer un certain nombre de phénomènes. Il y a par exemple ce qu'on appelle l'avantage compétitif. C'est ça la qualité. C'est-à-dire que le Cameroun est un petit producteur, mais qui mène le peloton en matière de prix. C'est quelque chose d'assez curieux. Parce que normalement, un petit producteur devrait plutôt être à l'attelage des gros, qui ont 2 millions de tonnes. Mais c'est le Cameroun qui dicte la loi du marché, parce que c'est son avantage compétitif. Il a l'avantage compétitif sur le marché. Mais cet avantage compétitif n'est pas le fait du hasard. Il faut dire que le Cameroun a opté pour une politique de libéralisation de la filière. Donc, le président et ses équipes ont redonné le cacao aux producteurs. Parce qu'avec l'ONCPB, le producteur regardait le cacao comme l'affaire de l'autre. On lui donnait tout, on faisait les phytosanitaires, et c'était l'affaire de l'autre. C'était en fait à la suite du colon, qui avait fait du cacao un produit stratégique, à la suite du blanc, qu'il présentait comme étant un de ses avantages sur la géopolitique mondiale. Il y a effectivement après ça, le cacao devient la propriété du Cameroun. Et je peux vous dire que, je l'écris dans mon livre, c'est l'un des produits que le Cameroun maîtrise entièrement, dont le Cameroun maîtrise entièrement la production. Le pétrole, c'est pas nous. Le bois, c'est pas nous. Le coton, ce n'est presque pas nous. Tous ces produits, c'est pas maîtrisé par le producteur camerounais. Donc le cacao est l'une de ces spéculations-là qui nous appartient. Et en libéralisant, on a conforté la propriété aux producteurs. Et ça joue donc sur la qualité. Il y a une réceptivité. Il y a des producteurs qui sont prêts à suivre le gouvernement, dont le ministre du Commerce, dans sa démarche qualité. Et on a vu la démarche qualité. Non, on ne séchait plus le cacao sur le goudron. Après, à un moment donné, on a partagé les bâches. Après, on a vu. Et ce qui arrive, aujourd'hui, il y a les centres d'excellence. Et maintenant, il y a un marketing international. Vous savez que le ministre Mbarga a la chance de sortir de là-bas. Avant d'être ministre, il était plutôt sur le marché de la banane. Donc, il connaît les arcanes. Il y a donc un marketing qui a été fait et qui a poussé un certain nombre d'acteurs nouveaux, que sont les transformateurs, dont les chocolatiers, à s'intéresser. Parce que jusque-là, c'était une affaire d'exportateurs de la matière première. Maintenant, donc, avec les chocolatiers qui connaissent le coût de production, qui savent qu'avec 1 kilogramme qu'ils achètent à 7 000 francs, tu peux faire 100 000 francs. Il suffit de voir comme dans une barre de chocolat, peut-être 20% de cacao, le reste, c'est d'autres choses. Donc, il y a donc cette réalité-là qui est liée à la qualité de la démarche politique, la démarche commerciale sur l'international. Il y a un autre aspect qui est important, qui est en interne. C'est la montée en puissance des transformateurs locaux qui capturent déjà une partie de la fève. Je crois, je peux me tromper, M. Bassanaga, ça doit être dans les environ 30-40%. Oui, nous sommes à 80 000 tonnes. Voilà, à l'intérieur, transformé localement. Ça veut dire qu'en fait, il y a déjà la consommation locale qui permet que l'on absorbe à la limite le cacao qui n'est pas de très bonne qualité et qu'on reçoive en fin de compte, lorsqu'on exporte FOP CAF, qu'on reçoive le cacao le plus recherché. Donc, vous avez maintenant la demande mondiale du cacao qui croît tous les ans de 4%. Il y a de nouveaux pays qui veulent trouver la barre de chocolat dans le panier de la ménagère. La Chine veut faire passer 500 millions de Chinois de l'état de misère à l'état de pauvreté d'ici 2025. Et la barre de chocolat peut devenir un des éléments de mesure pour dire que voilà, le pays avance. Comme il y a un vin, comme il y a du fromage, il y a le chocolat. Vous êtes entendu. Vous avez... Non, je n'ai pas fini, je chute. Oui, allez-y vite. Non. Ce qui arrive donc aujourd'hui, il est important que l'on sache que ça peut aussi ne pas continuer si un certain nombre de mesures ne sont pas prises
Je crois que dans les prochaines prises de parole, nous allons y arriver. On y reviendra certainement. Et on va retourner en ligne au Roger Ndobo. Nous attend Roger Ndobo qui est cacaoculteur à Barembang. C'est un village dans le Mongo. Alors, dites-nous, vous qui êtes un ancien dans ce domaine-là, comment est-ce que vous appréciez ces nouveaux prix du cacao sur le marché? Comment ça se passe pour vous? Merci beaucoup. Je suis M. Daboroger. Je cultive le cacao il y a depuis 15 ans aujourd'hui à Barembang. À Barembang, je sors un peu le cacao, je vends ça au bon prix à 5 000 et je paye un peu les petites choses qui me plaisent. Avant, non, on ne payait pas à ce prix-là. Avant, on payait même à 300. À notre temps-là, on ne sait pas ce qui a changé. Comme le gouvernement nous aime, il a augmenté le prix. Vous restez avec nous en ligne, bien sûr. On reviendra à vous tout de suite. Le temps, professeur Richard Désiré Belé Onana, maître de conférence spécialiste des questions d'économie politique, enseignant à l'université d'Ebolova. Vous demandez quelle est votre appréciation de la situation du cacao actuellement au Cameroun? Merci, Karel. Je vais peut-être vous surprendre. Parce que même si je ne rejette pas fondamentalement ce que les autres panélistes ont pu dire, mais il faut tenir compte de la conjoncture économique que nous avons dans le monde depuis un certain nombre de temps, qui a fait que ce n'est pas de bonté de cœur, que les consommateurs de cacao sur le plan mondial ont permis à ce que les prix soient assez élevés. Les prix qui sont élevés, avec ces prix, moi, je ne vais pas parler d'embellie, parce que quand on parle d'embellie, l'embellie rejoint aussi la qualité de vie. Lorsqu'on observe la vie de nos cacaoculteurs, on se rend compte que cette augmentation des prix fait le bonheur des sociétés brassicoles et le bonheur des usuriers. Parce qu'en réalité, il y a un problème fondamental dont les ministères sectoriels n'ont pas pris en compte. Comment est-ce que quelqu'un peut vendre le cacao, on lui donne 20 millions en main? C'est pour dire qu'il faut aller distribuer. Parce qu'en réalité, dès la base, il faut une éducation. Et cette éducation qui va permettre au cacaoculteur de savoir utiliser l'argent. Et lorsqu'on lui donne l'argent en main, des centaines de millions ou des dizaines de millions qu'il ne sait pas utiliser, cela ne contribue pas à l'amélioration de sa qualité de vie. Au contraire, il est abruti. Il est plus abruti. Et lorsque nous rentrons dans nos villages, nous le constatons. On est plus dans les kitoko, dans les fighters, et autres, parce qu'on a eu beaucoup d'argent, on va aller enfermer tel ou tel. Les alcools frélatés. Mais on ne tient pas compte du fait qu'il y a une augmentation du prix du cacao qui peut encore diminuer demain. Et qu'est-ce qu'il faut faire avec cette augmentation entre-temps pour qu'on puisse à long terme avoir le meilleur de ce cacao. En plus, le cacao reste dans la sphère centre-périphérie. En réalité, nous demeurons toujours dans l'économie de l'esclavage. En réalité, c'est celui qui connaît ce que c'est que le cacao qui fixe le prix. Et je vous ai dit ici, lorsque vous avez votre plancton, c'est vous qui fixez votre prix. Alors, lorsque nous consommons, nous constatons que le cacao n'est pas notre produit. C'est le produit des autres qui décident donc de nous donner ce qu'ils peuvent nous donner par rapport au travail que nous avons fourni pendant un certain nombre de temps. Qu'entendez-vous par c'est le produit des autres? Mais c'est le produit de ceux qui connaissent la valeur du cacao, c'est le produit de ceux qui transforment le cacao, c'est le produit de ceux qui produisent des produits dérivés avec ce cacao. Ce n'est pas notre produit, parce que quand vous avez votre produit... Au Cameroun, on transforme également des fèves de cacao. On commence à travailler ça de manière artisanale. Alors qu'ailleurs, l'agriculture est un produit scientifique. Le cacao est un produit scientifique qu'on met dans l'agriculture. Et on sait, on s'interroge.
c'est quoi le cacao, à quoi sert le cacao et comment est-ce qu'on fait pour aboutir à ces produits dérivés. Ça, ce n'est pas encore chez nous. Nous souhaitons que cela arrive d'ici peu. Il faut que ça arrive parce que notre capital humain en matière de cacao est faible et ne nous permet pas de tirer tous les dividendes. Parce qu'en réalité, on peut vendre tout notre cacao de manière transformée. On peut également produire les mêmes produits dérivés que les autres et avoir une économie compétitive, avoir ce qu'on peut appeler une économie du cacao, si ce n'est une industrie du cacao. Ce sont là les défis sur lesquels on va revenir, mais je vous propose tout d'abord de retourner en ligne, notamment avec Ching Desmond Ngwenda, ingénieur agronome cacaoculteur à Essoukou, c'est à Melon, dans le département du Mongo, dans la région du littoral. Eh bien, vous avez dû, il y a quelques années, changer vos plantations de café pour pratiquer la culture du cacao. Pourquoi? Une chose qui nous a fait changer nos plantations de café en cacao, c'est la chute du prix du café au marché international dans les années 2014, 2015, 2016, 2017. Nous avons eu aussi moins de soutien du gouvernement qui a permis aussi que le café chute beaucoup. Donc, jusqu'au point qu'on vendait le kilogramme de café décortiqué à 150-200 francs. Donc, ça ne nous permet pas de rentabiliser. Le café se récolte une fois par an. Donc, ça nous a donné l'idée de changer sur le cacao, puisque vous pouvez récolter le cacao 3 à 4 fois par an. Donc, ça nous permet de pouvoir envoyer nos enfants à l'école et faire les petites dépenses qui nous permettent de bien vivre. On va tout de suite aussi prendre à votre suite, permettez la répétition, Roger Ndobo, cacaoculteur depuis 20 ans déjà, notamment à Baré-Bakem. Dites-nous, quant à vous, qu'est-ce qui a changé depuis que la fève se vend désormais, le kilogramme de fève se vend désormais à 6 000 francs. Dites-nous, est-ce que vous cultivez la même qualité? Parce que au téléphone, il se pose un problème de qualité aujourd'hui. La pépinière, quand ça grandit, puis maintenant j'amène au champ, je commence à planter. J'ai 3 hectares de cacao que je suis en train de suivre. J'ai le cacao à Munko, à Barembeng et un peu partout. Si en 10e mois, je mets un peu l'engrais sulfate, pour que ça ne se dessèche pas beaucoup. Et je fais aussi la petite taille, pour que ça ne se ferme pas beaucoup. Pour 1 an, 2 ans, 3 ans, ça va donner quelque chose. Quand ça arrive en maturité, je débrousse bien, j'arrange le champ, je ne veux pas que l'herbe l'étouffe. Hein? C'est ça. Après, je pulvérise. Je commence à payer les produits au marché, je pulvérise. L'engrais fourrière et la jadrine accompagnée des autres produits. Et si ça mûrit, n'est-ce pas, je récolte quelques cabosses qui sont mûries. Si j'ai récolté, n'est-ce pas, je fermente ça, je sèche. Puis j'amène au marché pour qu'on paye. Non, c'est pas. Parfois, on paye même à la maison. Il y a des gens là qui marchent. Ils payent même à la maison. Merci Roger Ndobo, cacaoculteur à Barembang. De retour sur ce plateau avec vous, notamment Eric Mvondo Ondoa, président des producteurs de cacao et café de la région du Sud. Le Sud qui est un bassin de production. Comment se porte le Sud en termes de production de cacao? Madame, ici au plateau, j'ai 2 casquettes. Je suis président des organisations des producteurs dans la région du Sud et je suis moi-même producteur. Alors je vais commencer par prendre la parole comme président des organisations parce que notre organisation, l'ANPCC, nous encadrons les producteurs. Et je peux ici citer les actions menées par le gouvernement
pour porter ce embellique dont nous parlons aujourd'hui, c'est-à-dire l'encadrement qui part des appuis directs aux producteurs. Par exemple, on parle du guichet du producteur, du FODEC, qui est un mécanisme de subvention directe aux producteurs. Aujourd'hui, les producteurs ont des produits de qualité à temps et créent leur plantation à temps, ce qui leur permet d'accroître leur production. Et où est-ce qu'ils les obtiennent? Comment ils font pour les obtenir? Ce sont les appuis du gouvernement via le FODEC, le Fonds de développement des filières cacao, café. Et le nom du projet, c'est guichet du producteur. C'est-à-dire le producteur se fait enrôler. C'est-à-dire il se fait identifier, enrôler, c'est-à-dire géoréférencier. C'est-à-dire on va dans la plantation du producteur, on mesure sa plantation. Le producteur va dans un établissement de microfinance, ouvre un compte bancaire, dépose sa quote-part qui est de 60%. Le producteur choisit un agro-dealer à son choix qui lui apporte ses produits. Donc le producteur apporte 60% et l'État lui donne les 40%, ce qui lui permet d'avoir des intrants de qualité et à temps. Ce qui permet aujourd'hui, dans la région du Sud, les producteurs ont une meilleure production. Si vous descendez sur le terrain, vous allez le constater. Donc, avec le FODEC, nous pouvons parler de ce projet guichet du producteur. Je parlerai aussi ici du parc de cacao, qui est le projet du développement d'appui au cacao. Oui, du développement du cacao. Le parc cacao, qui nous apporte des champs semenciers et des parcs à bois irrigués, qui nous permet d'avoir la semence de qualité. Je parlerai ici du CICC, avec son projet New Generation, qui encadre les jeunes. Je parlerai de l'ONCC, qui est le gendarme, qui encadre la commercialisation, malgré les petits problèmes que nous rencontrons sur le terrain avec nos partenaires, qui sont les crédeurs. Quels sont-ils, ces problèmes-là? Beaucoup de problèmes. Vous voyez, on parle du prix ailleurs. On achète le cacao à 5 000, on l'a suivi tout à l'heure. Mais chez nous, au Sud, le prix du cacao est à 3 000, parfois 2 800. Ces crédeurs font tout pour conserver le prix et ne permettent pas aux producteurs de bénéficier du juste prix en fonction de leur travail. Donc, nous souhaitons, c'est un travail que l'ONCC doit véritablement faire sur le terrain, c'est-à-dire encadrer les producteurs, encadrer la commercialisation. Bien sûr que beaucoup a déjà été fait par le ministère du Commerce pour encadrer la construction des centres de commercialisation, c'est-à-dire les magasins de stockage, les centres d'excellence et tout ça, mais ça ne suffit pas, madame. Il y a beaucoup à faire. Là, je parlerai comme producteur. En tant que producteur, au niveau de la production, nous souhaitons être beaucoup plus encadrés, c'est-à-dire que l'État mette encore plus de moyens pour accompagner le producteur. On va arriver notamment sur ce pan-là, ces suggestions que vous avez à faire. Simon Bassanaga, agronome, expert, consultant, filière cacao. Quels sont les défis aujourd'hui quand on parle de production cacaoyère au Cameroun? Oui, mais madame, avant de revenir à votre question, je vais un peu rebondir sur ce qu'a dit le professeur tout à l'heure. Qui, à mon avis, donne une impression de non-satisfaction totale. Bon, parce que, je vous dis aujourd'hui, vous n'allez pas brandir 3 000 à un producteur de cacao et qu'ils prennent avec le sourire. Mais nous avons des pays aujourd'hui où on vient de passer à 1800. Et ça rejoint ce que le grand frère disait tout à l'heure. Et des grands pays à 1800. Ça fait juste 3 jours où ils sont partis de 1500 à 1800. Il a dit quelque chose de pertinent. Tout aussi dépend du mécanisme de mise en marché. Parce que certains pays ont décidé de faire de leurs producteurs des esclaves agricoles au service de l'État. Pendant que le Cameroun, lui, a choisi une autre option, de faire de ses producteurs des entrepreneurs agricoles accompagnés par l'État. Ça, il faut être honnête et juste. Il faut le dire. Alors, rien que cette différence montre que il y a une embellie. Parce qu'il y a encore de cela 2 ans, on achetait aussi au Cameroun à 1200. Donc, à partir de 1200 à 3000, il y a quand même quelque chose qui se fait. C'est vrai. Mais il se passe que le producteur ou alors le cacaoculteur n'entre pas en possession véritablement de cet argent. Non.
C'est C'est ce ça. qu'il a Oui, relevé. effectivement, le Non, juste non, prix. attends. Non, il y a une nuance. Il y a une nuance entre le débat du prix et ce qui revient aux producteurs. Pour répondre directement à votre question, au Ghana et au Nigeria, l'argent du producteur transite par les caisses de l'État. Et c'est l'État qui remet au producteur ce qu'il veut. Au Cameroun, le producteur est face au marché. Il obtient exactement ce qu'il veut, après débat. C'est là où le problème peut se poser. C'est-à-dire, le producteur de la zone du Sud n'a pas eu d'argument pour débattre mieux que celui du littoral, comme c'est le cas. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas le prix qu'il fallait avoir. C'est une question de débat. Et c'est là la force de la libéralisation, où on a décidé de mettre le producteur devant ses responsabilités. Mais ce que le président ne vous dit pas, parce que moi aussi je suis cacaoculteur, ce que le président ne vous dit pas, tout commence par l'organisation. Et c'est pour ça que le ministère de l'Agriculture est en train de mettre un grand accent sur l'organisation des coopératives. Parce que tant que vous ne vous mettez pas en groupe pour vendre, vous serez fragilisé. C'est vrai, comme il a dit, qu'aujourd'hui, il faut donner plus de force à ces coopératives en leur donnant plus de moyens pour organiser, par exemple, la collecte, organiser le stockage et négocier le prix au plus offrant en fonction de la quantité disponible. Allez-y sur les défis. Bon, mais pour les défis, je dirais, si vous avez lu le livre du grand frère, et je recommande à tout le monde d'en prendre connaissance, c'est un livre qui présageait de lendemain meilleur. Mais aujourd'hui, comment faire pour pérenniser? Vous voyez le titre de l'émission, dit tout, hein, l'embellie, comment capitaliser? C'est ça le véritable problème aujourd'hui. Nous avons atteint un niveau, parce que le Cameroun a les meilleurs prix bord champ du monde entier. Je parle de ce que je sais. J'ai fait tous les continents. Le Cameroun a le meilleur prix. Bon, là, au moins, c'est un avantage. Comment il faut donc capitaliser cette embellie? Le producteur l'a dit. Le gouvernement doit mettre un peu plus de moyens. Ça a commencé à être fait parce que ce que je veux aussi vous dire, le gouvernement a favorisé l'accès du Cameroun à l'admission de l'annexe C de l'ICCO. C'est-à-dire quoi? La crème des pays producteurs de cacao fin dans le monde, dont le Cameroun y a accédé l'année dernière. C'est une des causes qui fait justement en sorte que le prix augmente. La deuxième chose que je voudrais vous dire, il y a une initiative du cacao rouge du Cameroun qui est en train de passer comme indication géographique, comme le poivre de Penja, comme le miel de Oku. Ça aussi, c'est en train d'être fait. Pourquoi le cacao rouge? On s'est justement rendu compte qu'il y a plusieurs variétés, le rouge, le noir, le jaune. Oui, le Cameroun a une particularité. Quelle est la différence? Le Cameroun a une particularité dans le monde. La poudre issue des fèves d'origine Cameroun donne une couleur que d'autres origines n'en ont pas. C'est ça exactement. Et il fallait protéger ça par une indication géographique. Le gouvernement l'a fait. Donc, c'est autant d'attributs qui amèneront à augmenter les coûts. On n'est pas tout à fait comblé par ces défis. On va peut-être retourner en ligne d'abord pour voir avec vous, Chin Desmond Nguenda, comment se passe la culture du cacao pour vous, vous qui êtes agronome. J'ai mélangé deux types de cacao, le cacao jaune et le blanc, parce que c'est ça qui passe plus au marché au Cameroun. Le semis de cacao commence dès les 15 mars ou au retour de la saison de pluie. Dès le temps là jusqu'à, on peut dire, septembre, vous pouvez arrêter le semis parce que le reste du mois, c'est pour permettre aux plantes, des racines des plantes de bien attraper le sol avant la saison sèche. Maintenant, si nous sommes dans le traitement, parce que nous allons commencer les récoltes dès le mois prochain. Donc nous traitons les cacao contre les maladies fongiques. Puisque maintenant il y a énormément de pluie, nos cabosses pourris, nous avons les maladies comme les pourritures brunes, l'anthracnose qui attaque nos cabosses de cacao. Et nous passons chaque 2 semaines pour contrôler et faire les traitements phytosanitaires.
Eh bien, quel est l'état de vos cacaoyers en ce moment précis? Vous avez parlé des types. Rappelez-nous combien de types de cacao vous produisez et pour quel rendement? La zone où je travaille, nous n'avons pas accès à la route, la bonne route pour arriver dans nos plantations. Donc, c'est un peu très difficile de transporter les cacao et amener au point de vente. Et deuxièmement, nous avons le problème de la main d'œuvre pour utiliser en champ parce que la majorité des jeunes veulent maintenant vivre en ville et c'est un peu très difficile de trouver la main d'œuvre maintenant. Donc, ça permet que nous perdons certaines quantités en champ parce que certains travaux sont faits par nous. Il y a la culture industrielle, mais en Afrique, et seulement au Cameroun, nous sommes encore dans le système subsistant. Oui, vous parliez là de vos difficultés, mais la question que je vous pose, c'est celle de savoir quel est l'état de votre plantation de cacao en ce moment même, ce moment marqué par des pluies intenses et vos rendements. À quoi est-ce que vous vous attendez? Je ne fais pas partie des coopératives parce que à plusieurs reprises, les coopératives nous ont, par exemple, pris les produits et ils ne reviennent plus pour nous donner nos fonds. Donc, plusieurs coopératives ne sont pas très sérieux avec les agriculteurs. Ils cherchent plus leurs intérêts et les agriculteurs sont les derniers à gagner dans cette coopérative. Donc, c'est donc ça qui fait pour que plusieurs agriculteurs fuient les coopératives. Ils peuvent prendre vos cacao, ils vous disent qu'ils vont financer vos cacao, après ils vont partir avec vos cacao et vous n'arrivez pas à récupérer votre argent. Ça fait, les agriculteurs ont beaucoup peur de s'engager dans les coopératives. C'est donc une réponse que vous servez là à Simon Bassagana, agronome, expert consultant filière cacao, coopérative, pas du tout. Je ne suis pas d'accord. Dans tous les cas, c'est ce qu'ils vivent pourtant, oui, ces cacaoculteurs sur le terrain. Ça s'améliore progressivement. Dans tous les cas, vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, le monde est constitué tel que plus vous êtes en groupe, mieux vous êtes fort. Ça, c'est la loi que le monde nous impose à nous tous aujourd'hui, même au niveau des États. Donc, que le producteur comprenne que tant qu'il sera seul dans sa démarche, il sera hyper fragilisé. Mais il le préfère à ce stade. Bon, c'est là où le ministère de l'Agriculture est en train de mettre beaucoup d'accent aujourd'hui, parce que c'est une des raisons pour l'embellie des prix qu'il faille maintenir. Mais je veux rassurer le producteur en lui disant que à ce niveau, le gouvernement est en train de prendre des mesures. Je vous cite par exemple une des plus récentes. C'est de segmenter le cacao en fonction des origines. Vous voyez, dans les centres d'excellence, nous avons eu instruction du ministère du Commerce de mettre en place un référentiel de l'origine Cameroun. C'est-à-dire quoi? Le cacao, dans les centres d'excellence, sera labellisé en fonction des terroirs et en fonction des profils aromatiques. Tel qu'aujourd'hui, à la fin de l'exercice, que nous en sortions avec une carte gustative des cacao d'origine Cameroun. Et ça va rejoindre ce que le professeur disait tout à l'heure. C'est-à-dire quoi? Il faut aller plus loin, parce qu'il estime que 3 000, ce n'est pas suffisant, nous sommes d'accord. Mais il faudrait ramener le producteur à couper les ponts des coûts mondiaux. C'est-à-dire, et c'est ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, le cacao produit doit être vendu en fonction du terroir. Et ça impose forcément le gré à gré. C'est le travail que nous sommes en train de faire. Je reviendrai à vous dans quelques instants. Joseph-Marie Elundou, économiste, écrivain, expert cacao. En termes de défis, que dites-vous? Bon, j'ai travaillé comme consultant au Conseil économique, au Conseil régional du Sud. Je suis le consultant qui a pratiquement été à l'origine de la relance, en fait de la réforme, de certaines réformes, qui accompagnait donc le Conseil régional. Je peux parler des producteurs du Sud comme étant l'une des régions où l'organisation est difficile. Difficile d'abord parce que c'est une région, malheureusement, qui a une infrastructure routière exécrable.
C'est-à-dire qu'en ce moment, quand les pluies vont arriver, au moment où ils sont en haute saison de production, il n'y a pas moyen de sortir. Et puis les pluies ne permettent pas d'avoir un bon séchage. Il y a donc nécessairement un accompagnement massif qui va constituer peut-être à mettre des séchoirs électriques ou des choses comme ça pour aider les organisations de producteurs effectivement à sécher leur cacao dans les conditions minimalement recommandées. Vous avez l'esprit que vous avez suivi tout à l'heure, l'esprit du producteur qui, parce qu'il y a eu peut-être un déficit d'une coopérative, mais il faut aussi dire ici que nous sommes dans un processus organisationnel en termes de structuration. C'est un choix conscient, là, de ne pas Il s'agit de savoir que nous partons en 90 d'un modèle où le producteur est encadré par l'État. Il y avait des Sénadec, des DEC à l'époque, et où il s'est retrouvé d'abord tout seul, lorsque l'État s'est retiré, face à des acheteurs qui eux-mêmes n'avaient pas d'exigence qualité, ils achetaient le tout venant. Donc c'est ça l'anthropologie, c'est ça la situation initiale. Il fallait donc repartir de là progressivement, donner au producteur sa force. Donc il est question aujourd'hui de faire en sorte que les coopératives et les associations deviennent des sociétés. C'est-à-dire que l'on recrute par exemple les présidents d'associations de coopératives sur appel à manifestation. Que ça ne soit pas une petite affaire de famille ou de copains. On dit voilà, nous avons la coopérative telle qui a besoin d'un directeur, on le recrute sur la base d'un cahier de charges, job description. Ça, c'est une chose qui me paraît absolument importante aujourd'hui. C'est l'un des défis, donc, la restructuration. On va revenir à vous dans quelques secondes ou dans quelques instants. On va marquer une pause, mesdames, messieurs. Twilight vous revient dans quelques instants. À tout de suite. Cacao, comment capitaliser l'embellie? Le débat de Twilight se poursuit et Joseph-Marie Elundu, économiste, écrivain, expert cacao, vous parliez des défis. Je pense qu'on va aller directement sur les questions concernant l'embellie, étant donné le temps que nous est imparti. Mais quels sont, pour pouvoir capitaliser cette embellie, il faut déjà surmonter les défis. Non, voici ce que, permettez-moi de conduire l'argumentaire de manière que je sois à l'aise, quoi. Vous avez, la question de l'embellie ne se pose pas sur le plan macroéconomique, il y a embellie. Parce que le produit intérieur brut du Cameroun ressent l'entrée des devises. À l'intérieur, la balance commerciale ressent l'entrée des devises, et à l'intérieur, le produit intérieur brut, c'est-à-dire la somme de valeur ajoutée, a pris du poids. Lorsqu'on va faire le calcul du produit intérieur brut à la fin de l'année, on verra qu'il est passé de temps à temps. Donc ça a augmenté. Il y a donc embellie. Il y a embellie au niveau des producteurs qui reçoivent plus d'argent. Comment capitaliser l'embellie? Il y a en économie deux effets qui permettent de capitaliser une embellie. Il y a l'effet multiplicateur et l'effet accélérateur. Et je m'appuie simplement sur l'analyse de l'économiste, de l'enseignant, sur la table. Il faut que les acteurs nationaux s'intéressent à l'embellie. Lorsqu'on vend du cacao à Myocentre ou à Man, il faut que le marché se déplace vers les producteurs. C'est-à-dire, il y avait à l'époque, c'était censé payer les Angara. Le gars qui reçoit de l'argent, au lieu de ramener ça à la maison pour aller acheter le rond de Kitoko dont on parle, c'est pas la publicité, mais qu'il achète là sur place des tôles, ou alors que dans son village, il trouve des gens du village qui ont appris à construire des maisons, qui dans les villages font déjà des parpaings, etc. C'est ce qu'on appelle l'effet multiplicateur. Que l'argent qui est là, la masse d'argent qui est là, au lieu de se battre à Yaoundé pour des petits métiers, que de nouveaux acteurs, de nouveaux commerçants, qui peuvent assurer les transactions entre les producteurs et le marché, se mettent en place. On appelle donc ça l'effet multiplicateur. Cet effet-là permet quoi? De faire traîner un peu l'argent dans le circuit économique. Parce que l'un de nos problèmes que nous avons ici, c'est le fait
d'importer. Parce que les devises des producteurs qui entrent sont souvent réexportées par l'importation de tout genre de choses, des friperies, etc., etc. Donc, la capitalisation de l'embellie, l'État lui-même doit, si nous avons été surpris par la crise économique, nous ne devons pas être surpris par l'expansion économique qui est là en ce moment. C'est-à-dire que de manière, ce que M. Bassanaga a appelé naturellement, non, c'est naturellement, mais pour les économistes, le cycle de 30 ans de galère économique est suffisant pour que le modèle économique, qui est le modèle capitaliste, Karl Marx et Kondratiev l'ont démontré mathématiquement, l'économie rebondit par elle-même. Et si vous résistez à ce rebond, et que vous n'empruntiez pas le sentier d'expansion, vous pouvez aller vers les troubles sociaux. Il est donc question aujourd'hui que l'État se rende compte, que son infrastructure de lutte contre la pauvreté doit changer d'orientation. Le gars qui va sur le marché, qui se bat pour acheter à 3200, ce n'est pas forcément parce qu'il est méchant. Le marché, de l'argent n'est pas suffisamment fort pour soutenir ce qui arrive. C'est-à-dire quoi? Bref. Le centre a besoin tous les jours de 2 milliards de francs pour acheter le cacao du centre. Mais cet argent n'existe pas. Il faut pourtant que le système financier, les banques et autres, soient à mesure de soutenir les acheteurs, les traders, pour qu'ils arrivent sur le marché à l'aise et qu'ils fassent des achats, parce qu'ils finissent toujours par gagner lorsqu'ils arrivent sur Douala, lorsqu'ils doivent exporter. Donc il faut absolument que l'État change d'orientation, le paradigme, le regard que nous jetons sur l'économie du Cameroun. Vous êtes entendu. Et j'ai fini. Vous êtes entendu. J'ai fini en disant simplement que la crise, en principe, est terminée au Cameroun. Il faut que les Camerounais... La crise économique. La crise économique dans laquelle on est engagé depuis est terminée. Sur le plan théorique, tous les voyants sont ouverts. Tout ce qu'on avait annoncé, le cacao a chuté, c'est pour ça que la crise est là, le bois a chuté, le coton a chuté. Aujourd'hui, tout a augmenté. Le pétrole est à $100, 20 millions de barils par an. Le cacao est passé de 300 francs à 6 000 francs. Le bois, etc. Tout cela fait que, aujourd'hui, les éléments qui sont là nous permettent d'affirmer, en tant qu'expert en économie, que l'État doit prendre de nouvelles mesures, changer complètement d'orientation pour que la prospérité s'installe effectivement et que l'argent arrive dans les poches de tous les Camerounais. Ça va passer par l'augmentation des salaires, ça va passer par l'augmentation d'un certain nombre de revenus à donner à la production locale, autre que le cacao, ça va être le plantain, ça va être le maïs. D'accord, on ne va pas s'éterniser, voilà. Professeur Richard Désiré Belle Onana. Comment faire si pour vous il n'y a pas totalement embelli, mais comment faire pour maintenir le niveau, sinon accroître les conditions de vie des producteurs? D'accord. Je voulais d'abord préciser ici que je suis un praticien du cacao, parce qu'un bon éton doit avoir son champ de cacao, c'est le mien. Je voudrais également préciser que je suis un théoricien du cacao, parce que je dirige une thèse sur la culture du cacao au Cameroun, de l'économie de pauvreté aux politiques de développement. Je ne vais pas te donner parce que je risque de te donner à mon étudiant. Je constate autre chose, c'est qu'ici, le ministère du Commerce et de l'Agriculture, leurs défenseurs. Mais ce que nous voulons défendre ici, ce sont les cacaoculteurs. Ce que nous avons maintenant ne représente rien par rapport à ce que le cacaoculteur doit avoir. Il est question pour l'État de mettre de nouvelles mesures sur pied. Hier, l'État avait ce qu'on appelait encadreur. Il faut réorienter la notion d'encadreur parce que lorsque quelqu'un finit de vendre le cacao et que vous lui remettez 20-30 millions en main, cet argent ne va pas faire 2 jours. Il est question aujourd'hui, parce que nous sommes en train d'aller vers une nouvelle politique de développement, que l'État mette sur pied des mesures qui vont accompagner les cacaoculteurs à aider l'État à atteindre ce développement-là. Il s'agit donc de quoi? Il s'agit de trouver des encadreurs sur le plan financier. Il s'agit de trouver des encadreurs sur le plan des projets. Il s'agit de trouver des encadreurs sur le plan de l'investissement. Parce que nous avons à peu près 200 à 300 milliards qui tournent là pour rentrer dans les industries brassicoles. Mais sans toutefois rentrer dans l'investissement, sans toutefois rentrer dans l'épanouissement
du cacaoculteur. Alors, ce que nous recherchons, c'est l'épanouissement du cacaoculteur. À la fin, l'épanouissement de l'État. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut que l'État passe d'abord par une éducation des masses. L'État pourrait même mettre ça à l'école. Parce que il est question de savoir également, si on s'interroge, c'est quoi le cacao? À quoi sert le cacao? On va répondre, le cacao permet d'avoir des dérivés. Question simple. Comment est-ce qu'on fait pour avoir ces dérivés? Vous voyez qu'il y a un pan du cacao qui doit forcément rentrer à l'école. Et lorsque ça va rentrer à l'école, ça va permettre aux uns et aux autres de savoir ce qu'il faut effectivement faire pour atteindre un certain nombre d'objectifs, pour atteindre un idéal. Et ça va faire que nous arrivons à repenser notre école, à reformuler notre école en fonction de nos réalités, en fonction des objectifs que l'État va atteindre sur le plan de son développement. Je vous remercie. Parlant donc de l'amélioration des conditions de vie du cacaoculteur, je vous propose d'aller à la rencontre de ce cacaoculteur-là, notamment dans la région du littoral, à Barumban. Roger Ndobo, vous, quelles sont vos difficultés et peut-être que pensez-vous que le gouvernement puisse faire pour améliorer vos conditions de pratique? Non, c'est toujours le même cacao. Il y a les cacao qui ont la cabosse rouge, cabosse jaune. C'est à faire ton choix toi-même. Mais c'est le même cacao. La cabosse noire, là, ça donne beaucoup. Ça donne beaucoup de cabosse. J'aime cultiver le noir, cabosse noire. C'est ce que je m'aime bien. Mes difficultés, c'est parce qu'il n'y a pas trop de travailleurs. Et je travaille seul. Et il n'y a pas l'argent pour payer les engrais et tous les produits. Les cacaoculteurs-là ne connaissent pas la voie pour notamment entrer en possession de ces engrais. Et pourtant, c'est facile d'obtenir ces subventions. C'est le producteur qui est le maître, qui décide de se faire enrôler dès que tu es enrôlé, et puis tu remplis toutes les dispositions demandées par le projet, et puis tu bénéficies de tes appuis. Malheureusement, c'est pas assez. Je prends par exemple dans la région du Sud, nous avons eu plus de 15 000 producteurs qui se sont fait enrôler. Malheureusement, moins de 6 000 ont bénéficié. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais des moyens, que le gouvernement doit mettre encore plus de moyens dans ces projets pour accompagner. Parce que ces projets impactent réellement le producteur. Dans la production, je parlerai dans la production aujourd'hui, il y a amélioration, la production augmente. Et puis, ce projet qu'on appelle guichet de producteurs, dans le domaine de la commercialisation, lutte même contre le coxage. Comment ça lutte contre le coxage? Avant, le crédit venait donner des produits à crédit aux producteurs. Et quand le producteur reçoit ses intrants, il est contrôlé par le crédeur qui le met dans une pression qui ne lui permet pas de faire un cacao de qualité. Aujourd'hui, nous avons ces produits de qualité et à temps, et ça fait que le producteur est libre. Mais le problème que nous rencontrons sur le terrain, il y a beaucoup de théories. Je voudrais qu'on parle un peu de pratique. Allez-y, ce qui se passe sur le terrain. Honnêtement, le gouvernement fait assez. Nous avons été formés. On a organisé, on a structuré. Je prends par exemple chez moi, je suis président du comité de gestion de la commercialisation du cacao dans l'arrondissement du Biomboulou. Le ministère du Commerce a construit un magasin là équipé. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas collecter le cacao de nos membres parce qu'il faut un moyen de collecte. C'est-à-dire une voiture qui collecte le cacao pour l'amener au magasin. Il faut même de l'argent. Parce qu'aucun producteur ne va accepter que son cacao quitte son domicile et venir au magasin sans lui donner son argent. Alors, ce coxeur, ce crédeur que nous appelons coxeur, lui viendra nuitamment voir le producteur, va lui dire, moi j'ai de l'argent, donne-moi ton cacao. Et quel est ce cacao qu'on va vendre? Il y a un autre phénomène que nous rencontrons sur le terrain avec les crédeurs. Ils font tout
pour que le travail du gouvernement soit bafoué. C'est-à-dire les organisations de producteurs sont bien structurées. Et par exemple, notre organisation, nous avons demandé des appuis à des microfinances. Ils vont même voir les microfinances pour ne pas nous donner des appuis pour collecter le cacao de nos membres. Ils achètent le mauvais cacao. Malheureusement, ce mauvais cacao ne permet pas d'avoir le juste prix. Raison pour laquelle nous avons dit ici que nous n'avons pas le bon prix du cacao au sud parce que ces créditeurs ne permettent pas aux producteurs de faire le bon cacao. Mais nous avons mené, l'ANPCC a mené une campagne d'information, comme l'a dit le professeur tout à l'heure, dans les 29 arrondissements de la région du Sud, pour informer les producteurs, les projets mis en place par le gouvernement. Nous avons sensibilisé les producteurs à adhérer à ces projets. Aujourd'hui, le Cameroun a plus de 8 millions de producteurs qui vivent de l'économie du cacao. Si le gouvernement n'apporte pas ses moyens, je pense que nous allons tourner sur place. Et d'accord, vous êtes entendu alors Simon Bassanaga, agronome, expert, consultant filière cacao. Rappelez à la gouverne de tout le monde, pour avoir un bon cacao, un cacao de bonne qualité, qu'est-ce qu'il faut faire très rapidement? Il faut bien récolter au moment où il se doit, bien écabosser, bien fermenter, bien séché, bien stocké. Quand vous parlez de bien, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire pratiquement? C'est-à-dire dans le centre d'excellence, par exemple, il y a ce que nous appelons des manuels de procédure. Parce que la cabosse ne se récolte pas à n'importe quel moment. Elle ne se cabosse pas avec n'importe quel outil. On doit respecter le délai de fermentation, les 3 phases, la phase alcoolique, acétique et lactique. Et ça doit être séché sur des clés, sur des surfaces élevées. Mais pour terminer, madame, je m'en voudrais si je ne fais pas ce petit bémol. Vous me donnez juste 30 secondes. Allez-y. Le professeur ici présent est pour moi une boussole parce qu'il a atteint vraiment le sommet de connaissance. Je voudrais qu'on fasse un petit exemple, qu'on prenne un petit exemple qui est factuel. La grande majorité des producteurs de cacao au Cameroun aujourd'hui, c'est 3 hectares. La moyenne. Dans les petits producteurs, c'est 3 hectares. Quand vous produisez mal le cacao sur ces 3 hectares, vous avez 1 tonne. La tonne vous donne aujourd'hui 3 millions de francs. Par rapport aux autres pays où la même tonne vous donne 1,8 million. Si vous prenez dans les 3,8 millions, madame, un petit calcul, divisez 3 millions par 12, ça dit, là où le professeur parle, et il a raison, c'est qu'il faut aujourd'hui imposer la bancarisation. Mais si chacun des producteurs met ses 3 millions parce qu'il a produit 1 tonne et va prendre une mensualité, c'est-à-dire 250 000, je mets le professeur à défi. Combien d'enseignants de l'université à Yaoundé, à Douala touchent 300 000? On ne va pas faire cette comparaison sur ce plateau, mais on va peut-être vous donner la parole. Joseph, Marie et Lundou, à vous, pour définitivement nous dire ce qu'il faut faire pour conserver, sinon capitaliser cette embellie. La première chose qu'il faut savoir, c'est que l'embellie ne peut pas s'arrêter. Ça ne peut pas s'arrêter. Tel que c'est parti, tout laisse croire que nous avançons. Côté producteur, côté gouvernement. Donc, sur le principe général, le revenu ne va pas chuter. Il est simplement question que les chefs d'organisation, comme M. Mwondo, ne se satisfassent pas du prix, mais qu'ils sachent qu'un délai d'1 jour d'attente vous permet de gagner un marché. Donc les gens qui veulent vendre le même jour, parce qu'il faut faire attention dans ce qu'on va faire comme travail de structuration. C'est-à-dire la coopérative doit devenir elle-même un vendeur. Dans ce sens qu'elle doit connaître le prix du marché, elle doit savoir que le prix peut varier d'un jour à l'autre simplement parce qu'on a attendu 24 heures. Deuxième chose... En s'améliorant, on ne craint pas une chute? Non. La chute est presque impossible aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la fève est demandée. L'acheteur qui est à Douala a des délais sur son contrat à l'extérieur. Ils ont besoin de ça. Il faut qu'ils le sachent que, en fait, c'est eux qui lâchent leur fève. Il ne faut jamais la lâcher. C'est bien pour cela qu'on recommande les cultures alternatives en intersaison. Il faut faire du maïs,
il faut faire du piment, des choses qui vous permettent effectivement d'avoir la trésorerie pour que vous n'ayez pas l'accord de coût. Par exemple, cette fois-ci, qu'est-ce qui fait qu'il y a des problèmes au sud? C'est la rentrée scolaire. Donc le gars, il faut qu'il mette son enfant à l'école, alors il est prêt à brader. Il y a donc tout ce travail, et maintenant, le producteur camerounais peut devenir le bailleur de l'État du Cameroun. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller forcément aller à Londres ou je ne sais pas où aller demander l'argent, le stock d'argent qui va entrer en les mains des producteurs, si on les soutient sur le plan économique, ils peuvent eux-mêmes ouvrir une banque qui permet effectivement, si on enlève 500 francs, chaque producteur, on peut créer une banque de producteurs qui ne dépend pas de l'État, qui ne s'appelle pas FODEC, mais qui est contrôlée par les producteurs eux-mêmes. Si vous lisez un des prix Nobel mondiaux, je vais finir, Mohamed Younous, c'est des femmes qui ont fait la microfinance et qui apportent l'argent aux banques de premier ordre. Donc il faut absolument que les producteurs sachent qu'ils sont solides, qu'ils portent plus de 1000 milliards de revenus. Plus de 1000 qui vont entrer dans le pays, plus de 1000 milliards si vous prenez seulement à 3500 francs le kilogramme. Voilà. D'accord, on n'a plus le temps de donner la parole aux autres. Malheureusement, peut-être 30 secondes pour vous, professeur, pour en sortir. Oui, nous sortons. Je vais dire 2 ou 3 choses. La première des choses, c'est que rapidement, le FODEC doit faire corps avec les cacaoculteurs. Le FODEC est trop resté en haut, il doit descendre en bas pour éduquer les cacaoculteurs. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas que l'État commette les mêmes erreurs que dans le passé. L'État doit revoir sa manière d'éduquer ses populations et maintenant mettre les valeurs dans l'éducation des populations de telle sorte que les populations soient capables d'être des producteurs et créateurs de richesses en fonction de l'éducation de l'État qui va conduire vers le développement. Merci, c'était le mot de fin sur ce plateau. Merci à vous 4 d'être venus en présentiel et merci à nos panélistes en ligne, Roger Ndobo, cacaoculteur à Baré Bakem, et Chin Desmond Ngwenda, ingénieur agronome cacaoculteur à Essoukou, à Melon, dans le Mongo, c'est dans la région du littoral. Merci à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir regardés. Merci à nos équipes techniques et rédactionnelles. C'était Twilight, édition du jeudi 3 octobre 2024. Nos programmes se poursuivent. Restez scotchés.